Hé, 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 c'est lui? Maman Mia. Maman Mia. Salut, c'est moi, Andrzej. Je vais vous parler un peu de ce que l'on ressent en conduisant cette Ducati, car je ne l'ai conduite que pendant 2 séances jusqu'à présent et sous la pluie. Donc cette vidéo sera un peu inhabituelle, mais peut-être pourrez-vous me donner un aperçu. Malheureusement, j'aurais vraiment aimé qu'il fasse sec et j'aimerais vraiment pouvoir exploiter tout le potentiel de cette machine, mais en réalité, je peux. Pourquoi? Parce que cette moto possède une électronique incroyablement performante qui nous a permis de rouler en toute sécurité et qui nous permet de continuer à rouler en toute sécurité dans les conditions actuelles, car personne ne se sent en danger, tout le monde veut rouler, chacun y prend du plaisir. Mais reprenons depuis le début. De quoi s'agit-il? Pourquoi Ducati a-t-il présenté à nouveau la V4 pour l'année 2020 et pourquoi ont-ils dépensé autant pour organiser cette présentation ici, à Bahreïn? Eh bien, c'est actuellement la moto sportive la plus vendue au monde. Vous vous rendez compte? La plus chère et tout de suite la plus vendue, ce qui montre aussi dans quel monde absurde, économiquement parlant, nous vivons. Mais bon, je me réjouis sincèrement pour tous ceux qui peuvent se permettre cette moto. Moi aussi, j'en achèterais une si je pouvais. Le problème, c'est que tous ceux qui l'ont acheté, enfin peut-être pas tous, la plupart des personnes qui ont acheté cette machine ne sont pas vraiment capables de l'utiliser comme elle a été conçue pour l'être. Bien sûr, tu peux aller sur l'autoroute, accélérer à fond, utiliser tous les deux 114 chevaux, à moins que tu ne vives en Pologne, que tu installes un nouvel échappement et que tu aies alors 226 chevaux, sans te soucier du fait que la moto n'est pas homologuée et tu files à 300-320 km/h. Je ne sais pas combien le GPS a affiché, peut-être pas 320, mais il me semble que les 300 réels, oui. Le problème, c'est que cette moto est conçue pour la piste. Enfin, ce n'est pas vraiment un problème, elle est conçue pour la piste. Quand tu l'emmènes sur circuit, tu es terrifié, tu es vraiment terrifié. Si quelqu'un, pas un pilote professionnel, et même des pilotes, disent que c'est une moto vraiment assez difficile à piloter sur circuit, si quelqu'un dit qu'il n'a aucun problème, qu'il gère ça, il ment forcément. Je le dis par expérience, car à chaque fois que je descendais de la Ducati, vous avez sûrement vu ce test de 2018, il y a 2 ans à Valence. J'avais les mains qui tremblaient, je n'arrivais tout simplement pas à me calmer. J'étais rouge et gonflé par toutes les émotions que cette moto me faisait ressentir. Et ensuite, c'était toujours la même chose à chaque fois que je roulais, parce que j'ai eu l'occasion de piloter cette moto à Poznań et aussi de rouler sur une moto de course Ducati Touring F4R. Donc si vous suivez notre chaîne, vous voyez bien comment je réagissais et quelles émotions cela suscitait. Le problème, c'est que ces émotions ne se traduisaient pas par de meilleurs temps autour, car j'ai eu l'occasion de tester la Panigale V4 en même temps que l'Aprilia RSV4 1000 Et c'était comme ça, je montais sur la Panigale et c'était « Oh purée, quelle bête, il se passe un truc de fou, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ensuite, je montais sur l'Aprilia, j'accélérais et je me disais « Bon d'accord, c'est une moto rapide, mais elle n'a rien d'effrayant et en réalité, comparée à la Panigale, on a l'impression qu'elle n'avance pas. » Il s'avérait pourtant que les temps autour étaient d'une seconde meilleure en faveur de l'Aprilia. Voilà, et cela montre que peu importe la puissance énorme que l'on a, si on ne sait pas l'exploiter. Donc l'objectif des ingénieurs de Ducati était que les personnes qui achèteraient à nouveau la Panigale puissent enfin en profiter davantage, exploiter plus facilement ses performances et ne pas se faire dépasser par d'autres motos. Parce que franchement, c'est un peu la honte d'avoir la moto la plus chère, théoriquement la meilleure, la plus adaptée, en plus avec ses ailettes dans le coin, et que d'autres 1000cc, même plus anciennes, te dépassent simplement parce que tu luttes avec toute cette puissance. Comment ont-ils réussi cela? En ce qui concerne la puissance elle-même, elle n'a ni augmenté, ni diminué. La moto est conforme à la norme Euro 5, c'est important. J'ai ici une petite fiche pour la première fois de ma vie, parce que je parle plus des aspects techniques de la conduite que de mes impressions, exceptionnellement. D'habitude, vous lisez ça dans le journal, peu importe. En ce qui concerne le moteur, on a surtout lissé sa cartographie, c'est-à-dire qu'on a optimisé le ride-by-wire. Ici, comment ce potentiomètre est-il censé fonctionner? De quelle manière est-il censé nous délivrer le couple? On a également perfectionné le contrôle de traction qui, pour simplifier, ne fonctionne plus comme ça, mais comme ça. C'est-à-dire qu'il réagit beaucoup plus rapidement à ce qui se passe avec la roue arrière et propulse la machine de manière bien plus efficace. Parce que ça a toujours été bien, très bien même, car Ducati est réputé pour son électronique, mais malgré cela, quand tu roulais déjà à fond et qu'il arrivait de perdre l'adhérence, l'amplitude, j'aime ce mot, est-ce que c'est vraiment le bon mot?
Le pompage, la coupure et la restitution de la puissance augmentaient parce que vous savez, une petite perte puis reprise d'adhérence de la roue arrière, c'est déjà un mouvement un peu plus important sur l'amortisseur et tout cela se transmet de plus en plus loin et il pouvait arriver qu'on roule comme ça, qu'on sorte du virage de cette façon. La puissance était là, la moto accélérait, mais elle n'était pas totalement stable. Ici, ça devrait être mieux et je veux bien le croire parce que dans ces conditions, on utilise pratiquement tout le temps la traction. Pratiquement après la deuxième session, quand j'ai vu à quelle vitesse on pouvait rouler à fond, parce que c'est ma première fois sur slick, donc la première session était un peu prudente, j'ai simplement commencé à accélérer franchement en sortie de virage et c'est seulement maintenant, dans ces conditions glissantes, qu'on sent vraiment à quel point ça fonctionne de façon géniale, parce que la moto accélère tout en douceur. Plus on la redresse, plus elle accélère fort et une fois complètement redressée, elle devient ce projectile contre lui. Donc ça fonctionne vraiment de façon remarquable. J'ai déjà testé tous les niveaux possibles de confrontation, et je les comprends maintenant un peu mieux. Il fallait aussi l'appliquer parfaitement, et ça marche aussi, mais dans des conditions comme aujourd'hui, à ce niveau élevé, ça ne veut pas dire que la moto perd, elle continue simplement à avancer, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Globalement, l'adhérence est assez irrégulière ici sur la voie, parce que quand je roule sur le chemin, les motos accélèrent, et ça soulève quand même de la poussière. Tout simplement, cette moto a tellement d'effets de l'homme avec l'autocollant, merci entre autres grâce au fait qu'on a un peu amélioré la géométrie, relevé le centre de gravité et aussi le cadre central. Tout simplement, le cadre est maintenant moins rigide. Cet effet n'a pas été prouvé par la puissance, mais ils ont pris le cadre du V4R qui avait été conçu strictement pour la piste et l'ont maintenant mis sur le V4S. C'est un cadre qui a besoin d'être en chiffre. La rigidité du cadre a diminué de 30%. Vous vous rendez compte? 30% de moins, c'est vraiment énorme! Si vous voulez voir ce cadre de près, regardez notre vidéo de la visite chez Ducati Toruń, la première Panigale V4R en Pologne, et là-bas, je m'amuse un peu avec ce cadre. En plus de cela, les carénages ont été modifiés comme vous pouvez le voir, et c'est à la fois bien et pas bien. C'est bien dans la mesure où la bulle est plus haute, les carénages sont plus larges, il est plus facile de se cacher derrière cette moto, donc même sur la route, si on part en voyage de temps en temps, ce sera aussi plus confortable. C'est dommage parce que la moto n'est plus aussi fine, aussi sexy que la première V4. Et puis on a ces ailettes, non? Les ailettes. Cette fois, elles ne sont plus en carbone comme sur la V4 parce que celles en carbone étaient vraiment sympas, sexy, mais elles coûtent une fortune. Mais je veux que vous sachiez que ces ailettes ont probablement une certaine justification. Premièrement, selon les données, à 230-270 km à l'heure, c'est environ 30 kg, et à 330, c'est 37 kg de charge supplémentaire sur la roue avant. Et je ne sais pas si c'est grâce à ça, il faudrait que je démonte ça et que j'essaie, mais en venant ici, sur la ligne droite, j'ai vu s'afficher 300 km à l'heure, enfin 280, 290. Je n'ai aucun problème à freiner quasiment à l'endroit où je devrais freiner sur le sec. Évidemment, c'est 50 mètres plus tôt, mais avec une grande marge de sécurité. Ce que je veux dire, c'est que même à pleine vitesse, j'appuie sur le frein et je n'ai pas peur que l'avant décroche. C'est aussi grâce à l'excellent ABS, mais on sent aussi que cette moto est vraiment ancrée au sol. Ces ailettes sont aussi censées aider, notamment à l'entrée des virages sur asphalte sec, etc. Et ainsi de suite. Quant à la géométrie elle-même, à savoir ce qui est fait, comment et pourquoi, je ne vais pas entrer dans les détails. J'en parlerai dans le journal car j'en dis déjà beaucoup à ce sujet dans le numéro de mars. Je montrerai aussi là-bas des graphiques de télémétrie très intéressants qui illustrent la période de 2019 à 2020. Et ce n'est pas seulement basé sur l'exemple du pilote d'essai Alessandro Wally, car ils ont aussi testé cette moto avec des pilotes de différents niveaux. Et imaginez-vous que Michele Pirro, c'est-à-dire le pilote d'essai le plus rapide chez Ducati, n'a roulé que 3 secondes plus lentement sur cette moto que sur la machine préparée pour le World Superbikes ou en spécification SI pour ses championnats d'Italie. C'est pratiquement la même chose, des machines de course hybrides. En plus de cela, il a roulé sur cette moto, je crois, 6 dixièmes plus vite. Attendez, je ne veux pas vous mentir, alors je vais vous dire. Oui, Pirro a roulé 4 dixièmes de seconde plus vite en 2,20 qu'en 2,19. Le deuxième testeur, un peu plus expérimenté, a roulé 8 dixièmes plus vite, soit 8 dixièmes de seconde plus vite qu'avec la 2019, et le moins expérimenté a roulé jusqu'à 1 seconde et 3 dixièmes, 1 seconde et 3 dixièmes plus vite qu'avec la Panigale 2019. Et cela montre que, théoriquement, l'effet qu'il voulait obtenir est réalisable.
Parce que, par exemple, c'est 7 secondes qui m'a manqué l'année dernière. J'ai hâte de prendre cette moto sur le sec et sur un circuit que je connais, où j'ai des références à mes propres temps pour savoir si les modifications ont vraiment fonctionné. À première vue, oui, la moto est plus facile à piloter, elle reste toujours extrêmement sauvage, on ne lui a pas enlevé son côté émotionnel, et ce que j'apprécie le plus aujourd'hui, c'est que je suis là, il pleut, je devrais être triste qu'il pleuve, mais en réalité, ça ne me dérange pas tant que ça, parce que je prends du plaisir à rouler pour la première fois sur des pneus pluie, et cette moto me fait simplement me sentir en sécurité et en confiance. Je crois que j'ai dit ce qui était le plus important. Le reste, je le décrirai dans le magazine et je montrerai tous ces graphiques dont nous avons parlé, donc je vous invite à lire le magazine papier, histoire de faire une pause loin des ordinateurs. Et ici, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on peut continuer à discuter de cette moto. À bientôt.